Voici les 10 règles d'or du monteur vidéo qui fait 10 000 € par mois le premier mois. Stop! Non, c'est clairement pas comme ça qu'on va démarrer la chaîne YouTube. Déjà, on n'en peut plus de ces contenus business entrepreneur, 10K et tout. Il y a moyen d'être passionné, d'être intéressé par ce qu'on fait plutôt que de toujours faire de l'argent tout le temps là. Et puis cette charte graphique là, mais c'est fatigant. Mais je plains les monteurs qui doivent se taper tout ce contenu business là. C'est tous pareil. À la base c'est un métier créatif hein. C'est censé être fun, épanouissant. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce que je dis là? Non, Là, je m'apprête à te donner 10 conseils concrets de la part d'un monteur qui pratique réellement le métier, qui a de l'expérience, qui est passionné, pas par tous ses projets, hein, certains ça m'ennuie, et d'autres c'est vraiment le kiff, et qui vont te faire passer d'un rendu amateur à professionnel, d'une image aussi d'amateur dans le milieu et sur le marché à professionnel. Ça va aller de ta manière de gérer la relation client jusqu'à l'editing en lui-même. Je vais te donner 10 astuces que tu peux appliquer là maintenant, qui vont te faire être adoré par tes clients, les prospects vont être impressionnés, et ta posture et ta confiance en ce que tu fais va être démultipliée. Donc tu l'as compris, c'est ma nouvelle chaîne, on n'est pas là pour enfiler des perles ou pour convenir à qui que ce soit. Enchanté, moi c'est Jack, et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Là c'est parti, c'est lancé, tu peux y aller, vas-y. Avant de parler de monter de la vidéo pour quelqu'un, généralement vous allez avoir un échange avec cette personne. Je vous conseille que ça se passe au téléphone, voire même en visio, puisque tous les canaux sont employés. Le visuel, l'auditif, on peut voir le sourire, on peut se connecter aux gens humainement, parce qu'au final, la vente, c'est de la séduction. Lors de ce premier échange, vous ne devez pas être un prestataire qui est donc hiérarchiquement en dessous de la personne, qui veut tout faire pour réussir à choper le contrat et réaliser le film pour monsieur le client. Raye tout ça! Non, tu vas commencer par cerner tous les besoins de la personne avec qui tu es intéressé humainement à elle. Moi, je parle pas de la vidéo et de vendre quoi que ce soit avant 10 minutes. On chit-chat. Salut, c'est quoi ton projet? Ok, tu t'intéresses à ça, comment ça se fait, ça te vient d'où? On s'intéresse avec passion aux personnes. C'est magnétique, c'est puissant. Je le répète, c'est de la séduction en fait. Mais c'est pas obligé d'être un processus manipulatoire dégueulasse, parce que je vous vois venir, je les connais les gens négatifs qui... Ah oui, d'accord, tu fais genre que tu t'intéresses aux gens. Non, intéresse-toi vraiment aux gens. Tu vas te sentir mieux, c'est passionnant de s'intéresser au destin des personnes. Ce faisant, la discussion va découler vers les besoins de la personne, sauf que toi, t'auras déjà tout compris c'est quoi son besoin, t'auras déjà capté c'est quoi son budget, puisque tu lui auras demandé c'est quoi son business model, comment ça fonctionne. Moi, je demande toujours quel est ton business model, si je ne le sais pas déjà, parce que généralement, j'ai fait un petit background check sur les réseaux de la personne, et je me permets de promulguer directement des conseils pour l'améliorer, si en tout cas, j'ai la connaissance. Je te conseille donc d'avoir des capacités de conseil pour ce qui est du business en ligne. Donc une personne qui a par exemple une très grosse audience mais qui ne vend rien, et bah tu peux le conseiller sur ça va lui faire très plaisir. Il va alors percevoir l'achat de ta prestation comme un investissement rentable, puisque tu vas lui faire gagner de l'argent par ne serait-ce que tes conseils gratuits au début, plutôt que comme une simple dépense. Et donc à la fin du coup de fil, tu n'es plus un prestataire qui veut son argent et dont il se méfie, tu es son allié, vous êtes ensemble face au contenu, face au projet, et non pas l'un face à l'autre. Ça c'est très très important, c'est de la posture, et c'est ce qui fait que même lors des calls où je ne vends pas à la fin, eh bien la personne, elle me kiffe, et elle va parler de moi à son cousin, parce que son cousin, dans 2 mois, il aura besoin de vidéos. Il le sait pas encore, mais ça va se passer. Sachez aussi que les entrepreneurs comme ça, qui ont besoin de vidéos, tels que les youtubeurs, ils se sentent souvent seuls face à leurs problématiques. Donc le fait d'avoir quelqu'un à qui parler, avec qui ça se passe bien, avec qui le contact humain est appréciable, c'est surpuissant, c'est bien plus important que votre niveau même en montage. Moi, ma première prestation avec Eric Flag, j'étais nul, mais il y avait les atomes crochus quoi, je l'ai fait rire, je l'aimais bien, voilà, je savais faire les cuts, les zooms. Le stock footage. Alors, le stock footage, c'est de la mouise. Bon, on est tous d'accord là-dessus, sauf qu'en vérité pas vraiment, il faut juste savoir l'utiliser. Là c'est de l'editing. Donc on passe sur Adobe Premiere, regarde bien ça. Ça c'est l'un de mes clients, Thomas Jung. On utilise pas mal de stock footage avec lui puisqu'il ne me fournit qu'un seul rush, celui de son facecam, et c'est à moi de m'occuper entièrement de l'habillage. Donc il faut que toutes les 7 secondes il se passe un truc, sinon le viewer qui est complètement ravagé par TikTok, il s'ennuie. Donc il m'arrive d'utiliser notamment du stock footage pour imager le propos. Et voici l'une des manières que j'ai de transformer un stock footage relativement boring en quelque chose qui passe. Je le display d'une manière différente. Donc, par exemple, un petit fond noir, des bords arrondis, pourquoi pas un fond blanc et une ombre portée, plein de choses sont possibles. Un overlay, ici j'ai mis une petite grid, parfois il y a un film look, tu vas sur YouTube, tu tapes film overlay, paf, ce genre de petites choses.
qu'on connaît et qu'on apprécie, ça fonctionne. Ça donne de la texture. Bon, celui-là est un peu chelou, mais ça donne de la texture au propos. En l'occurrence, j'ajoute aussi un petit texte. Bref, on ne reconnaît plus nécessairement que c'est un vieux stock footage un peu pénible. Imagine un instant que j'enlève tout. C'est horrible, on dirait vraiment les vieux documentaires corporate, le film de fin d'année de ta vieille boîte là. De la même manière, même une image complètement ennuyeuse peut être bien employée par un bon monteur. Ici, un exemple chez le monteur de Dali du Tilleul. Alors, je le connais pas personnellement, mais on m'a dit qu'il s'appelait Marc. Donc Marc, si tu passes par là, t'es vraiment très très bon, bravo. Dans l'automobile, mais General Motors. Regarde ça, c'est une image, probablement générée par Midjourney, peut-être, mais il a dissocié les couleurs de la voiture et le noir et blanc du reste, fait passer du texte derrière, fait un effet glowy sur la voiture qui passe plusieurs fois. Et voilà comment on transforme un simple PNG en quelque chose de dynamique, intéressant, utile. Est-ce que tu te reconnais dans cette scène? Quels sont tes tarifs pour une vidéo de 12 minutes? Alors c'est-à-dire que ça dépend, je sais pas trop, c'est que moi à la journée, par rapport au ratio de... Bon, si tu es dans cette situation, t'inquiète pas, c'est normal. Je vais directement te jouer la scène de comment ça se passe lors d'une négociation avec un client chez moi. Et pour info, ça se passe souvent très très bien. J'ai pas de mal à avoir beaucoup de clients et à leur faire accepter un prix qui est plutôt convenable, je trouve. Mon dernier client signé en date étant à 450 € par jour. Donc voici la scène. Je suis avec le client, je lui parle en visio souvent. Alors moi, mon taux journalier, c'est 450 € par jour. Évidemment, tu n'as pas envie que je prenne 3 semaines en me branlant la nouille pour faire un truc simple et te demander 15 000 €, on est d'accord? Donc j'ai mis en place un système qui sécurise à la fois mon client et à la fois moi-même. C'est que toi, d'une part, tu connais mon taux journalier maintenant, mais de ton côté, tu vas me donner un budget à ne pas dépasser. Tu veux que ta vidéo ne dépasse pas 500 €? Je ferai en sorte de t'expliquer assez précisément tout ce que tu pourras obtenir dans ce prix-là, et je ferai même preuve de flexibilité au fur et à mesure du montage pour te tenir au courant de où j'en suis. Par exemple, là, j'ai travaillé pour 300 €, il reste des effets qui seraient plutôt chronophages, esthétiques, qui apporteraient ça ou ça, qui pourraient te demander plutôt 550. Qu'est-ce que tu en penserais? Ou alors je peux me focaliser sur tout ce qui est absolument indispensable et même m'en tirer à 450. Tu auras donc le choix de la visibilité, de la flexibilité, mais moi, si c'est 450 €, je travaillerai pas 2 jours. Donc, t'es protégé, je suis protégé, tout le monde est ravi. Voilà comment ça se passe, généralement ça se conclut positivement pour moi, et même quand ce n'est pas le cas, je réitère ce que je dis toujours, ça me positionne dans une posture de monteur haut de gamme qui, même si cette personne-là n'a pas pu me prendre parce que c'est hors budget, elle a pleine confiance en mes capacités parce que je suis sûr de moi quand je parle comme ça, et vous pouvez être assuré qu'elle m'adressera à des connaissances à elle plus tard qui auront besoin d'un monteur haut de gamme, et ce seront des personnes qui ont du budget. C'est ce qui s'est passé par exemple pour mon client Le Crypto Daily, avec qui je travaille depuis un bon moment, pour lequel ce qui s'est passé en fait, c'est que moi j'avais démarché une personne qui était dans le milieu de la crypto, avec qui j'ai fait un call, comme je te l'explique là, à qui j'ai donné plein de conseils, avec qui j'ai su, je pense, me faire apprécier, et même si elle a reconnu que j'étais hors budget pour elle, et ben elle n'a pas oublié mon nom, et 6 mois plus tard, elle m'a envoyé Le Crypto Daily, qui est un bon client qui a plus de budget. Celui-ci va être bref, simple et efficient. La deadline. Annonce quelque chose d'un peu plus tard que ce que tu penses vraiment être capable, comme ça, si jamais t'as un problème, et ben t'es sécurisé, généralement t'auras pas de problème et tu rendras plus tôt que prévu, ce qui fait que ce n'est qu'une affaire de perception, mais t'auras l'air d'être quelqu'un de plus pro, plus rapide, meilleur, alors que c'est juste que t'as dit une date qui t'arrangeait un petit peu plus. Celui-là, c'est pour moi, c'est gratuit. L'art de bien communiquer sur la vidéo sur laquelle vous êtes en train de travailler. Tu viens de terminer ta V1 et il y a plein de choses que tu aimerais expliquer au client sur les choix stratégiques que tu as décidé de faire, sur les potentiels ajouts que tu verrais bien. Et tu te retrouves à faire un espèce de texte qui est peu visuel, qu'on comprend pas bien, ou un vocal, ce qui est pas forcément très pro selon le lien que tu as avec le client. Bref, ton rendu est amateur et bas de gamme. Tu vas installer Slack. Ça ressemble à ça. C'est une plateforme d'échange de chat en équipe, etc. sur laquelle tu vas pouvoir faire un record screen ainsi qu'un record de ta voix, le tout en un clic. Tu cliques ici, paf, tu enregistres ton écran, tu fais enregistrer et c'est parti. Tu peux parler dans ton micro et dire à monsieur le client, tiens, à 2 minutes 20 ici, voici ce que tu dois savoir. Tiens, à 3 minutes, je t'ai laissé une marque sur la timeline, ça signifie ceci. Le sentiment chez ton client à ce moment-là, c'est haut de gamme. C'est très pratique, c'est visuel, c'est pédagogique. Le bonhomme n'a probablement jamais vu ça avant. Donc fais ça, évidemment, faut que tu lui envoies le lien de ton Slack. Tu lui dis, tiens, je t'invite à mon Slack, tu as une belle vidéo qui t'attend là-bas. Tu peux également utiliser d'autres services comme Loom, c'est la même histoire. Déféquer sur sa propre V1. J'ai pas trouvé meilleur branding pour ce point-là. Ça s'appuie sur le point précédent. Tu as maintenant la faculté d'envoyer un petit Slack au client. Quel va être le contenu? Ce que je te conseille d'adopter comme posture, c'est donc de dire toi-même tout ce qui ne va pas dans ta V1, dans le sens où ce seraient des améliorations potentielles que tu verrais bien en ajout additionnel pour le client, mais que toi, tu as fait une V1 qui convient d'ores et déjà à son briefing de départ. Ainsi, qu'est-ce qui se passe dans la tête du client? Ce n'est plus lui
contre toi, genre oh t'as pas fait ça comme ça, oh machin, je suis pas content. C'est toi et lui ensemble, comme j'ai dit tout à l'heure, face au contenu. Tu es en équipe avec lui, il se sent accompagné, il ne se sent pas en position d'insécurité face à quelqu'un qui va peut-être lui coûter plus d'argent si il lui demande un truc ou quoi. Non, ça désarme toutes les tensions du feedback. Parce qu'il faut savoir un truc dans le milieu, c'est qu'il y a un malaise autour des feedbacks. Il y a un peu deux cas de figure, en vérité il y en a trois, le troisième étant le meilleur, mais souvent il y en a deux qui sont pas les meilleurs. C'est que le client, il ose pas dire parce qu'il est gentil, donc à la fin il est pas content. Et toi, t'en sais rien. Le deuxième, c'est que il ose bien dire, il est bien méchant, désagréable, et toi t'es pas content. Donc dans ces deux cas de figure, ça va te sauver. Si t'es là en train de dire à 1 minute 12, je verrais bien cet ajout là, je trouve que ça apporterait du sens au storytelling. Tiens, à 3 minutes 20, va donc refilmer une illustration qui apporterait un peu plus de rétention de l'attention des personnes qui regardent, donc ça va améliorer ton watch time, ce qui fait que tu auras plus de vues à la fin et donc tu vas mieux convertir et faire plus d'argent. Voilà comment faut parler aux clients entrepreneurs. En fait, faut leur parler avec réalisme, parce que c'est vrai tout ce que je viens de dire là. D'ailleurs, c'est de la simple psychologie de base aussi. N'encensez pas votre V1. Envoyez pas le truc en disant je suis trop content de moi, je suis trop fier et tout. Il risque d'être déçu, évidemment. Donc envoyez-lui la V1, faut que ça corresponde bien au brief et en plus par-dessus vous additionnez des belles choses que vous suggéreriez d'ajouter qui pourraient améliorer encore plus la qualité. Le gars il est désarmé, il peut que apprécier ce que vous avez fait en fait. Et s'il apprécie pas, il a pleine conscience que vous allez y arriver en V2 et que tout va bien aller. Qu'est-ce qui se passe quand tu es dans cette posture? Deux choses. Déjà, ça te montre investi, tu n'es plus un exécutant, tu es force de proposition. Mais de deux, il va te respecter. Te respecter, ça veut dire quoi? Ça veut dire respecter ton temps de travail. Les amateurs sont dans une posture d'insécurité, une posture hiérarchique basse. Par exemple, ils vont avoir du mal à suggérer un ajout parce qu'ils vont se dire que ça va rajouter du travail pour eux. Et comme ils ont mal négocié en plus leur taux horaire, qu'ils ont fait un forfait, ils ont déjà explosé leur forfait, et ils n'ont pas envie de se rajouter du taf en proposant de belles idées. C'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. Moi je te propose un cercle vertueux, où en fait quand tu proposes de belles choses, ça risque potentiellement de t'enlever du taf par la suite, parce que le client va se mettre à te faire confiance, parce que au lieu de te balader dans des feedbacks que lui-même il sait pas bien, il va suivre tes conseils, et en fait c'est toi qui vas diriger la danse. Et surtout, ça enlève de la charge mentale au client, de ne plus avoir à penser à tout ça, puisqu'en fait tu lui coupes l'herbe sous le pied du brainstorming. Il reçoit une V1 et il se dit alors qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Non, tout est déjà fait. Retirer de la charge mentale à ton client, c'est le truc numéro 1 qu'il cherche. Regarde bien cet écran. Est-ce qu'il n'y a pas un problème selon toi? Nombre de monteurs qui débutent, et parfois même ça perdure pendant des années, ils affichent des assets, comme ça, là, comme cette image jolie. C'est une petite vidéo de cerveau qui tourne, c'est joli. Il les affiche comme ça. Je vois deux problèmes qui se résolvent en 2 clics et qui changent ton aspect amateur en rendu pro immédiatement. C'est tellement facile, faites-le s'il vous plaît. Il s'agit d'ajouter une ombre portée, c'est un effet automatique qu'il y a dans Adobe Premiere, et des contours arrondis. L'un ou l'autre ou les deux, sachant que les contours arrondis c'est configurable, hein. On peut faire très peu arrondi ou très arrondi. Voilà, c'est au choix. Là, c'est beaucoup trop. Là, c'est moche. J'ai un autre conseil sur la manière d'afficher les assets, mais ça vient un peu après. Est-ce que le mot friction te parle? J'imagine que oui, mais c'est pas ce à quoi tu penses. La friction, c'est en gros la difficulté qu'il y a à traverser des process. C'est très pénible, il faut réduire la friction au maximum, notamment pour ton client. Donc, tu vas lui proposer, pour déposer tous ces rushs qu'il doit t'envoyer, ton propre Google Drive. Si jamais il est en questionnement sur comment ça se passe avec toi pour les fichiers et tout, immédiatement, voici un lien, tu glisses les fichiers dessus. Tu peux même lui faire un petit loom que tu auras enregistré et que tu réutiliseras pour tout le monde, pour montrer comment on installe l'applicatif Google Drive directement sur ton PC pour que le Google Drive s'affiche directement ici comme un dossier dans l'explorateur, ce qui est extrêmement pratique pour y glisser, déposer des choses, comme si c'était pas un téléchargement. De la même manière, il pourra récupérer son export final dans un dossier export final qui sera dans son dossier client monsieur machin. Comme ça c'est fluide, il doit juste avoir à cliquer sur un lien. Tu lui dis tiens, voici ton produit, c'est fini, hop. On parlait des assets tout à l'heure, regarde ça. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Il y a des monteurs qui font ça, vraiment, hein. C'est chaud. Non, le rendu est totalement amateur. Et il suffit d'une chose simple, ça s'appelle des in et des out. Aucun asset ne doit parvenir aux yeux de la personne qui regarde sans avoir une manière d'entrer en scène qui a du sens. Même chose pour la sortie, il faut que ça sorte élégamment. Ça peut être un swipe in, un fondu, un retournement 3D, des effets même bien au-delà en termes de complexité, du glitch, tu peux faire tout ce que tu veux après. Mais à moins que ça ait du sens scénaristique là, de faire apparaître quelque chose d'un seul coup, par exemple pour un effet comique, genre il y a une blague nulle qui est en train de se produire à l'écran, tu fais un zoom très lourdingue, le malaise s'installe, et le mot
Lourd, s'affiche d'un coup. Ok, pourquoi pas, mais la plupart du temps, tout ce qui s'affiche, les assets, les textes, les images, n'importe quoi, il faut qu'il y ait un in, il faut qu'il y ait un out. Je ne veux pas voir le cas de figure où tu oublies... Non. Déjà 10 astuces. Là, tu vas commencer à passer pour un pro, mon ami. La dernière, elle concerne les personnes qui se sont installées dans une relation de collaboration un peu plus long terme. Vous êtes à la 3, 4, 5, 6e vidéo avec votre client. Attention, c'est très puissant. La personne va énormément apprécier. Vous n'allez pas en revenir de votre slibard. Demandez-lui ouvertement, qu'est-ce que je peux faire maintenant qu'on est bien installé dans notre workflow, toi et moi, pour que ce soit encore meilleur pour toi? Est-ce que le process d'envoi, de réception, de fichiers te convient? Est-ce que le process de feedback te convient? Important celui-là. Y a-t-il un type d'erreur que tu vois que je fais de manière chronique sur lequel tu penses que je devrais travailler? Attention à ta posture. Ce n'est pas une soumission genre qu'est-ce que je peux faire de mieux? J'ai peur de pas faire bien. Non, jamais ça. Oublie pas que tu veux lui demander une augmentation à cette personne à un moment donné. Ça viendra. Ça doit être une démarche de personne d'expérience qui sait que il n'y a rien de tel que le feedback de la première personne concernée pour être encore plus efficient toi-même. Si tu vas voir sur mon site mes retours clients, tu vois celui d'Eric Flag, quel est le point sur lequel il a insisté? Jack a l'envie d'itérer, de continuellement s'améliorer et améliorer les process qu'on a entre lui et moi, sans que j'ai eu besoin de lui demander. Ça fait plaisir d'être de retour sur YouTube. Une dernière astuce en bonus, tu vois tous ces conseils là que je t'ai donnés, ne les dis pas. Ne dis pas au client que tu fais ça. Dans le premier call, ne lui parle pas de ta manière que tu as de faire des feedbacks intelligents et haut de gamme sur Slack, dans lesquels tu vas de toi-même proposer énormément d'améliorations. Laisse-le être surpris. C'est ce qu'on fait en storytelling en fait. On ne révèle pas tout dès le début. On en garde sous le pied. Bien sûr, pour surprendre positivement, pour émouvoir. Bon là, il s'agit pas d'émouvoir avec le client, potentiellement pas, mais tu vois l'idée. Les stock footage, ne lui dis pas que tu as une expertise pour bien améliorer les stock footage. Il va être surpris, t'inquiète pas. Bon bah c'est tout pour moi, je me rends compte qu'il me faudrait une espèce d'outro ou quelque chose, un gimmick, il va falloir travailler sur ça, j'ai rien pour l'instant, donc je te fais des petits bisous. Allez, à bientôt.